Bon, ce qui m'a poussée de revenir au Congo, c'est que quelque part, je suis née en Europe parce que mes parents étaient étudiants. D'accord. Puis ils ont décidé, c'était un peu la mode à cette période-là, de laisser les enfants sur l'Europe, être formés, avoir une éducation occidentale et puis revenir. Donc je me suis lancée, je suis venue, mais pas du tout au départ pour faire business en fait. D'accord. J'ai trouvé un emploi, très vite d'ailleurs, et les gens me disaient mais tu es folle, le Zaïre, on va te payer combien? Donc je faisais partie de cette première vague, c'était le 1+4. Cette première vague où les gens ne comprenaient pas. Tu as tout le potentiel, les salaires là-bas c'est des 200-300 balles. Donc, je fais partie de cette vague de personnes qui ont ouvert la porte et qui ont prouvé que c'était possible d'avoir des salaires de plus de 300-400 balles. Come, discover the beautiful Congo. The rise of a community is through self-commitment. Let's all commit to empower and grow our common value. Africans across the borders, we await you. Let's make our ancestors proud. Economical revolution ain't for the weak. June 30th Roundtable, let us weep. Rise King, rise Queen, let's all rise. Ingeta. Donc avoir un guichet fiscal unique où l'État réfléchit sur, ok, quelle est la taxe globale qui est payée? Okay. Ça va réduire le temps consacré à ces tracasseries et alors eux-mêmes dispatchent aux différents services. Et il y a peut-être une évaluation par trimestre ou par an d'un seul agent ou d'une seule équipe d'agents affectés à ce business qui viennent voir comment le business évolue pour essayer de faire un recadrage. Ça, c'est par exemple quelque chose que j'ai constaté qui pourrait être utile. Mais voilà, globalement, je dirais que c'est ça, et de remarquer que pour le moment au Congo, ce qui rapporte toujours plus d'argent, pour le moment, c'est la nourriture, la beauté, l'amusement. Okay? Tout ce qui tourne autour de ça, c'est rentable. Dès qu'on sort un peu de là, ça ne l'est pas, non pas parce qu'il n'y a pas une demande, quand je vois par exemple celui qui est dans notre groupe et qui sait faire des bateaux, des ambulances, les jeux de la francophonie, décide d'aller commander une ambulance, plusieurs ambulances ailleurs. Ok, mais au moins une congolaise pour donner la visibilité. Non. Donc, des fonds sont donnés et investis dans le savoir-faire étranger plutôt que pour revaloriser le savoir-faire congolais. Et alors, selon toi, comment est-ce que la diaspora, non seulement congolaise, mais la diaspora africaine en général, pourrait impacter le Congo avec son savoir-faire, avec ses compétences pour améliorer les conditions justement de l'entrepreneuriat quinois, congolais en général? Alors, je souris parce que ma fille, à un certain moment, elle avait déjà commencé à faire des recherches sur Twitter, sur Instagram, de tout ce Afrocentric, Afro-business, Afro-network et tout ça. Et donc, j'ai découvert toute une série de produits réalisés aux États-Unis. Qui en fait serait d'une utilité pour qu'on puisse se rendre compte du potentiel, ça c'est déjà de 1. De 2, pour les matières premières, parce qu'il y a des choses que ces entreprises ont besoin et que les entreprises ici pourraient offrir, mais qu'elles ne parviennent pas à offrir la connexion. Travailler par exemple avec des pays africains, tous les pays ouest-africains sont super en avance dans le travailler ensemble, la collectivité. Ils sont super en avance dans les techniques coopératives et dans certaines transformations. Okay? Mais nous, on est par exemple leader dans la farine panifiable, donc la farine, le manioc, on a quand même bien avancé avec l'administration Tshisekedi. Ça a été quelque chose qui a été mis en avant et c'est pour ça que quelque part nos pains n'ont pas trop augmenté en prix
et diminué en quantité. Ils ont diminué avec cette crise du Covid et de l'Ukraine, mais nous ne sommes pas aussi dépendants du blé. Et déjà, même avant que cette administration arrive, je crois que le Congolais avait déjà compris que on a triché, farine, on les a trop. Article 15, les mamans se débrouillaient déjà pour mélanger les mikates avec un peu de farine de maïs, de manioc. Voilà, donc c'était pas on n'est pas attaché à un goût spécifique. Okay? Et on le voit, c'est que sur 10-15 ans, le shawarma est rentré ici comme ça. Les spaghettis, les salades, la mayonnaise, le ketchup. Et donc il y a des spécificités africaines, qui peuvent aussi être introduites ici. Vous imaginez, je ne sais pas moi, s'il y a une recette spécifique du djeboujen, du mafé, qui est un dérivatif de nous, et que par exemple un business sénégalais décide de se mettre ici, il va gagner parce que, comme je dis, rien que Kinshasa, c'est 15 millions à 20 millions de consommateurs. Et on a cette spécificité congolaise, on est comme les Américains. On est une société de consommation. Ça, c'est déjà de 1. Comme les Afro-Américains, on est des pionniers, ce qui fait que souvent dans le marketing, vous verrez que des majors à l'étranger, quand leurs produits ne se vendent plus, ils mettent en affiche des Noirs. Parce qu'ils savent que les Noirs sont des pionniers. Mais parmi les Noirs, les Congolais, parmi les Africains, nous sommes des dépensiers. Et quand je vois la job facilitation, aujourd'hui je fais de la job facilitation au travers de WhatsApp, Sénégalais, Centrafricains, je crois que j'ai un groupe de Tunisiens, j'ai plusieurs groupes WhatsApp. Et je vois qu'ils ont une difficulté à payer les 5 $ de formation que je demande. Et les Congolais, ça ne discute pas. Ils ont l'habitude avec les 5 $. Donc, même le niveau de dépense est plus élargi, mais le niveau des prix. Donc, c'est intéressant pour une entreprise africaine, afrocentrique, de venir. Là, aujourd'hui, nous avons un problème de transport. Et je disais toujours, ben, mon Dieu, si je pouvais rencontrer, parce que le Kenya fait ses voitures, le Nigeria fait ses voitures, le Ghana fait ses voitures, et ses camions, et ses bus. Vous imaginez si l'État congolais se décidait de dire, bon, ok, tel tronçon, moi, je vais dealer avec telle entreprise qui fait les bus. Tel autre tronçon, c'est-à-dire que quand on a notre structure où on a un seul bus, bon, aujourd'hui, on a une entreprise qui produit des bus ici, mais c'est un étranger, qui n'est d'ailleurs pas un expert de production de bus. Il fait le montage de bus, je crois que c'est les bus Mercedes ou quelque chose comme ça. Pour le transport. Voilà, pour le transport, je crois qu'il en fait un par semaine, ou je ne sais pas combien par semaine. Mais c'est vrai que Mercedes est une marque qui tient la route, mais ce qui est bien avec l'expertise des produits africains, c'est que ce sont des bus et des voitures qui connaissent les intempéries, le type de route à trous et tout et tout. Et en plus, comme on a un président qui avait été président de l'OUA, on est générateur, c'est-à-dire que investir au Congo, même pour les Européens qui en ont marre de notre immigration, financer l'investissement au Congolais et au Congo et aider les diasporas congolaises de ces différents pays à revenir, c'est attirer l'immigration vers le Congo. Alors on essaye de nous obliger de donner une partie de nos terres, par exemple au Rwanda. Mais pourquoi ne pas permettre qu'on soit the African Dream? Nous sommes l'African Dream. Nous sommes le pays qui avons le plus de diverses communautés et qui peuvent vivre en toute liberté, ici au Congo, développer un business, acheter une terre, acheter une maison, vivre et permettre aux Congolais d'avoir un certain standing de vie. Ici, on va facilement trouver normal, à un certain moment, quand quelqu'un a de l'argent, que papa a une voiture, maman a une voiture, les enfants ont une voiture, et on a de la place pour faire des routes, par exemple. Donc, avoir ces business kenyans, nigérians qui viennent ici, ici, à chaque législature, les députés, par exemple le Parlement, c'est 10% qui se renouvellent ou 20% qui se renouvellent. Donc, ça veut dire que vous avez 80% des députés, des sénateurs
qui viennent de l'intérieur du pays, ils n'ont pas de voiture ici, ils n'ont pas de maison ici. Donc le temps qu'ils font leur législature, ils vont investir dans une voiture. Donc ça veut dire que ces Kenyans, ces Nigérians, ces Ghanéens sont assurés, si l'État s'engage vis-à-vis d'eux, pour telle administration commander, plutôt que de commander des voitures qui viennent de Dubaï, qui sont faites en Allemagne, qui sont faites ceci, qui sont faites cela. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir cette démarche-là. Mais on a un problème, je pense même au niveau des ambassades africaines. Les ambassades européennes ont des attachés économiques. On ne rencontre pas souvent d'attachés économiques africains. Il n'y a pas de rencontre des attachés économiques africains ici. On a bien sûr des événements de business facilitation, comme on a Makutano, on a un autre dans le RH et tout ça. Mais en termes de pragmatisme, parce qu'on doit arriver à un stade où on investit dans quelque chose et on se pose la question, ça a rapporté combien, hein? Autant au volet social qu'au volet économique. Okay? Moi, je ne vois pas une entreprise nigériane qui vient faire des bus ici et qui ne va pas gagner de l'argent. Et comme on a fait par exemple avec l'aéroport, on a donné des contrats pareils aux Français. Okay? Mais on donne un contrat à un Kenyan, à un Nigérian, ben, pendant un certain moment, il ponctionne sur les gens qui payent parce que c'est un besoin. Hein? Donc ça va rapporter de l'argent à cette entreprise kenyane ou nigériane, ça va donner de l'emploi à des Congolais, ça va donner une expertise aux Congolais, que ce soit une expertise pour les cadres intérieurs, les employés intérieurs, mais aussi pour le Congolais qui va voir que, ah bon, je peux faire business comme ça parce qu'eux font business comme ça. Vous avez par exemple des entreprises qui sont fortes dans la formation. Il y a des télévisions agraires dans les pays ouest africains et est africains. Télévision agraire, il y a même des systèmes de formation agraire au travers de la téléphonie et pas des smartphones, hein, des petits téléphones là, les vieux. Il y a des entreprises comme ça qui existent. Mais ce transfert de technologie, ce transfert de savoir-faire ne se fait pas parce que nous, Congolais, nous travaillons, non seulement nous avons difficile à travailler ensemble entre nous, mais nous avons difficile à travailler avec les autres communautés qui nous encadrent des 9 pays limitrophes. Okay? Et ça, nous devons, la poutre est dans notre œil. Okay? Nous ne devons pas nous mentir par rapport à ça parce que la poutre est dans notre œil. Et donc, il y a une sorte de complexe. Pourquoi l'Africain ne peut pas travailler avec l'Africain? Okay? Et on voit qu'aux États-Unis et au Cameroun notamment, il y a une dame qui poste souvent, au Sénégal, ce clivage-là de travailler avec son frère est déjà dépassé. Okay? Donc nous devons vraiment faire un effort pour apprendre à travailler entre nous parce que si on ne travaille pas entre nous, les autres chez nous travaillent entre eux. Et donc cette mutualisation qu'ils ont commencée et cette loyauté qu'ils ont entre eux leur a permis d'être millionnaires ici. Donc on ne peut pas jeter vraiment la pierre à l'étranger. Nous devons nous-mêmes nous forger par rapport à ça. Maintenant, le travailler ensemble, on a un autre défaut. Quand on décide de travailler ensemble, souvent, la première étape qu'on va faire, c'est travailler avec la famille. Oui. Ok. Mais même si tu travailles avec un membre de la famille, tu dois pouvoir évaluer, mettre la bonne personne à la bonne place. Donc là aussi, on a un frein. Parce que quand on travaille avec la famille de loin, on se fait souvent berner. Ta propre famille t'escroque et tout ça. Là aussi, il y a beaucoup de gens de la diaspora. Par exemple, Ndaku.com, et je vois aussi une entreprise de forage. Eux, maintenant, ils ont compris ça, hein, et ils ont offert des services, par exemple, pour aider la diaspora à avoir des maisons sur Kinshasa, entre autres, dans des concessions et tout ça. Là, c'est super. Quand maintenant, les gens cotisent ensemble pour acheter des terres ensemble, pour urbaniser les terres ensemble et tout ça. Mais encore dernièrement, je dois vérifier si c'est dans le cadre de ce genre d'action, la politique vient, et il y a dernièrement un politicien qui décide comme ça de détruire je ne sais pas combien de maisons qui avaient été construites en consortium. Oh, wow. Oui. Donc, et c'est le Congolais donc qui bloque le Congolais, parce qu'il est politicien, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Et alors on a un problème de vision. Okay? On a un problème de vision. Moi je vois qu'il y a 4 ans, avant de venir m'installer, j'ai proposé à certaines personnes, j'ai dit, mais écoutez, on peut faire, comme on a les espaces co-sharing pour le travail, le bureau, on peut faire du co-sharing pour
le logement. Le logement, bien sûr. Comme la colocation. Voilà, la colocation. Co-housing, voilà, ce qui est très facile avec les gens de la diaspora parce qu'ils auront des vacances à un moment bien déterminé et eux tous, il ne faut pas qu'ils nous mentent, ils reviennent quand même pour investir des choses. Bien sûr. Et 4 ans, va donc convaincre des gens de cotiser chacun 2 mois, 1 mois de garantie et 1 mois de loyer pour faire ça. Mais aujourd'hui, 3 ou 4 ans après, ces mêmes personnes me reviennent et disent « Ah Linda, est-ce que tu peux pas me trouver ça? Parce qu'en fait, finalement, j'avais trouvé quelque chose, mais il n'y a pas les 4G, il n'y a pas Sokinini, il n'y a pas Sokinini. » Je dis « Mais tu vois que si on avait fait ça et qu'on s'était organisé, on aurait pris un lieu ensemble, on l'aurait mis dans le confort qui est nécessaire. » Et c'est ça maintenant la difficulté de la diaspora quand elle revient. Quand un expat indien vient, quand un expat libanais vient, vous avez deux cas de figure. Vous avez 2 cas de figure. Vous avez le cas où il est venu seul, esselé. Il n'avait rien, donc il n'a rien à perdre, mais il a tout à gagner. Okay? Souvent, il vient d'un truc où il a tout perdu, donc voilà. Alors que la diaspora, quand elle vient, elle risque de perdre son boulot. Elle risque de perdre peut-être des avantages sociaux qu'elle a. Elle risque de... Donc, elle n'est pas à 100%. Puis, elle vient pour 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois maximum. Et quand elle vient, elle veut absolument avoir le même standing que quand elle quittait la diaspora. Donc, diaspora, manger ça. N'est pas prêt à avoir le stress qui suit. Et il n'y a pas de structure qui accompagnait. Maintenant, on a des Carnaio, on a des Yango, rien qu'en termes de transport, il n'y avait pas ça. À l'époque, il n'y avait pas des Wewa non plus. Non. Hein, donc on était otage du taxi et du prix à l'heure. Moi aujourd'hui quand j'ai voulu prendre le prix à l'heure, le prix à l'heure, alors et puis on te regarde, hein, français on t'écoute, français Ilahi, on te regarde, allez, 2 fois le prix, 3 fois le prix. Exactement. Donc on a toutes ces choses là. Alors que quelqu'un qui est diaspora indien, libanais et tout ça, des fois, ils viennent en groupe, ils sont encadrés, ils sont directement logés, on les met directement dans le truc, on leur dit déjà que bon, bouillé. Donc, ils ont un soutien, ils sont dans la même vision, dans le même focus et ils ont des crédits communs, ils ont ceci, ils ont cela. Donc ça, c'est quelque chose... Que voilà, ils ont. Et comment expliquer? Ils se réunissent. La diaspora est difficile à se réunir ici. Va trouver une association des anciens de Belgique, des anciens du Canada, des anciens... et difficulté de peut-être garder contact. Mais s'il y a le concert de... s'il y a telle opportunité, tu es là. Si vous allez dans un restaurant, vous allez dans un certain type de restaurant, mais t'es là, Donc, voilà, on a un problème pour se rencontrer. Or, le partage d'expérience, c'est important. C'est très important. Alors, donc, le partage de l'expérience, c'est ce qu'on appelle du mentoring aussi. Hein. Okay. C'est un premier niveau de mentoring. Et donc, ici aussi, on a un problème. Ceux qui ont réussi ont difficile de mentorer les autres. Ils ne veulent pas partager sur la formule gagnante. Voilà. Ils veulent garder un secret. Exactement. Et moi, je vois même quand je forme les gens à la job facilitation, enfin, à avoir un emploi, chercher des marchés, ils ne me font pas du marketing. Et au début, je disais, mais enfin, c'est pas normal. Et j'essayais de trouver, non, ils font pas. Ils reçoivent un boulot, ils ne font pas du marketing. C'est très rare. Et donc, j'ai difficile d'évoluer, d'avoir des clients parce que à quoi ça sert de se faire former et tout, hein. D'ailleurs je n'aurai pas le travail. D'ailleurs il y a des gens qui disent si tu me formes tu me donnes le travail. Et donc il y a des gens, même coachs, qui ont fini par se positionner dans des structures ONEM, structures où quand ils forment, ils peuvent placer directement, ce qui n'est pas bon. Il faut coacher les gens à pouvoir trouver un emploi, quelles que soient les circonstances. Bien sûr il y a le référencement, bien sûr il y a... Alors, ils ne veulent pas parce qu'ils disent, bon, elle m'a donné la formule gagnante. Et si tout le monde a la formule gagnante, je vais retourner à la case départ. Or, le renforcement de capacité, le mentoring, toutes ces choses-là permettent à chacun de trouver une niche. Et il faut voir ça comme un développement de groupe. C'est-à-dire que si toi, tu crées une entreprise et tu montes dans cette entreprise, tu auras besoin d'employés, tu auras besoin de suppliers, de sous-traitants. Si tu gardes dans ta tête que moi, je favorise de travailler avec des Congolais.
Donc tu vas permettre à un autre Congolais qui a cette expertise-là, et ça crée un réseau qui se tient, comme les autres le font. Alors souvent, ce qui arrive, c'est que les gens se disent non, moi je préfère avoir travaillé avec un sous-traitant indien, libanais ou ceci ou cela. Mais eux sont dans une structure, dans une vision de conquête. Okay? Donc quand ils viennent, c'est pour voir comment tu fonctionnes. Comment, ah bon, voilà. Et ils rentrent dedans et puis ils s'accaparent du marché et ils voient comment te casser pour que tu ne puisses pas aller. Donc nous devons vraiment avoir, comment expliquer, moi, quand je fais de la business facilitation, les gens me disent, oui, mais tu fais du social, tu as le cœur de maman. Oui, parce que je sais qu'à un certain moment, les gens vont arriver à nouveau à cette case départ, qui a fait qu'au départ, ils avaient décidé d'être avec moi. Et que je peux leur dire, ben, tu vois, j'expliquais que ça, et tu es revenu à ça. Donc, il faut avoir vraiment les reins solides et un mental. La surcharge mentale entrepreneuriale ici, elle est forte. Et ça, c'est un des volets que j'essaye d'avoir. Même, j'ai fait un groupement des femmes politiques aussi avec une autre collègue, Liliane Bakombo, et où je disais, surtout les femmes, on a une surcharge mentale. On a des réalités. Moi, au début, quand je faisais business sur le terrain ici, à un moment, j'ai dû décider d'avoir un partenaire avec qui je partageais à 50%, mais qui ne faisait pas autant le travail que moi, mais pour que je rentre dans un bureau sécurisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis contente que, par exemple, Denise Niakero a parlé de l'harcèlement. Ça faisait partie d'un des projets que j'avais, de pouvoir faire un event sur l'harcèlement, mais aussi la masculinité positive de notre président de la République, qui a été jusqu'à inviter d'autres présidents africains, parce que moi, je me suis retrouvée dans un bureau, d'ailleurs c'était ici, dans cet immeuble, à parler affaires, puis quand je quitte, le monsieur me met la main derrière, et c'est suite à ça que j'ai décidé d'avoir un partenaire homme, parce que alors les gens se posent la question, est-ce que Baza ensemble, est-ce que c'est son Joe, est-ce que c'est là, et puis bon, moi il y a un témoin au cas où quelque chose, il y a un homme qui peut, si ça va plus loin, se défendre et tout ça. Donc l'harcèlement pour les femmes, c'est il y a énormément comment expliquer, dans l'employabilité, dans l'emploi. Mais alors dans le business, c'est aussi ce qui oblige souvent les femmes, parce que vous pouvez avoir même un projet valable, mais l'homme qui est en face de vous ne voit pas ce qui va lui permettre d'avoir une meilleure rentabilité pour son entreprise, ou il considère, si ce n'est pas son entreprise, mais qu'il a le pouvoir de dire oui ou non pour le budget, il considère que vous êtes la cerise sur le gâteau. Donc à part la part qu'on peut avoir et qu'il y a un autre problème peut-être en République démocratique du Congo, c'est quand on se retrouve devant un politique et il dit je gagne quoi là-dedans. Le pire c'est quand il dit directement il me faut 30% ou 35%. Ça c'est compliqué, mais quand on est une femme, ils vont jusqu'à faire comprendre que avoir les 30%, c'est pas assez, t'es quand même mignonne, t'es quand même nanana. Bon, en plus, quand tu fais partie d'un modèle mystique avec ton nom et tout, donc voilà, il y a ce volet-là. Donc, on est fort bloqué. Or, beaucoup des business que je vois qui sont lancés, quand même en majorité des femmes. Que ce soit dans l'informel ou que ce soit dans le formel. On arrive aussi dans les duos, couples, où l'homme, à un certain moment, il a plusieurs responsabilités, où il est obligé finalement d'avoir un emploi quand même pour tenir le foyer, et c'est la femme qui fait le tout-terrain. Ou bien nous avons des systèmes où c'est maman et fils, maman et fille, n'est-ce pas, hein? Où donc il y a un renfort, et là on se retrouve face à un vrai problème. Où on n'a pas une banque crédit pour femmes, par exemple. Alors que le microcrédit, c'est-à-dire que les microcrédits sont venus grâce à l'argent des femmes. Des tontines, des likelemba. On s'est retrouvé dans une situation où légalement, on ne peut plus faire des likelemba, on ne peut plus faire des tontines. Il semblerait que ça fait partie des genres de jeux ou je sais pas quoi, que normalement, légalement, tu ne peux pas faire officiellement une sorte de banque basée sur le likelemba. Donc ces femmes qui sont capables de mettre l'argent ensemble, ce sont ces business étrangers de microcrédit qui sont venus s'installer. Et alors moi je peux dire l'expérience de Kwanza Baobab, à un moment je crois que ces banques m'ont trouvé vraiment, elles ont dit mais c'est une pyromane, une duche, mais vous avez carrément une entreprise de microcrédit qui dit que nous on ne vient pas quand c'est pas grand.
Mais quand est-ce qu'on t'es commence? censé, non, mais t'es microcrédit, t'es ça, censé accompagner parce qu'on a des petites et moyennes entreprises, mais il y a les mini petites moyennes oui. Oui. Donc, les MPME et les MPMI sont encore des structures plus petites. Exactement. Et quand on est dans le microcrédit, c'est carrément une femme de l'informel qu'on accompagne pour se formaliser. Donc, comment vous pouvez, pour un événement comme le Kwanzaa Baobab, qui était quand même mon showbuzz, et je remercie Deo Kassongo qui avait fait la gracieuseté de la salle, de permettre à des entrepreneurs, on s'est réunis, on a cotisé $20 chacun, on a des stands, on a eu une journée de renforcement de capacité, de présentation d'opportunités, mais ces banques de microcrédit qui viennent prendre des fonds congolais, elles ne peuvent pas vivre sans les fonds congolais. Ils ne veulent pas investir, non. Ne veulent pas, comment expliquer, on ne donne pas de crédit spécifique femmes, ou bien quand c'est des crédits spécifiques femmes, ça devient un boulot d'étranglement pour ces femmes. Vous avez des major banks, vous avez il faut vraiment réévaluer cette approche de microcrédit parce que je me demande, est-ce que ça aide vraiment les gens? Bon, je vois que par exemple dans notre groupe, nous avons une structure qui s'appelle Bomoko, qui est microcrédit, beaucoup plus, je trouve, adaptée à la situation congolaise, la réalité du terrain. Mais vous avez par exemple des majors qui vont vous demander, qui encadrent effectivement les femmes, mais c'est déjà des femmes qui sont des success woman, ok? Bon, mais comment c'est-à-dire, on n'a pas une structure qui accompagne. Alors, vous avez les incubateurs, ok? Et là, quand j'entends les jeunes entrepreneurs qui sont dans les incubateurs, c'est-à-dire que vous finissez même par votre projet. Parce qu'à la fin, vous ne gagnez peut-être que 20%, 30% quand votre entreprise a. Parce que l'incubateur fait avec vous un deal qui fait qu'il devient presque comme principal actionnaire. Wow. Et vous avez maintenant des jeunes entrepreneurs, quand il y a des concours d'idées, ils ne veulent plus participer au concours d'idées parce qu'il y a le vol des idées. C'est vrai ça. Et moi, je remarque ça aussi que vous allez aller déposer un projet, on va vous voler l'idée. Et ça casse aussi le mental global parce que la personne ou la structure qui vole l'idée n'est pas capable de finaliser le projet de telle manière à ce qu'il rapporte les millions ou les milliards qu'il devait avoir. Et alors ça décrédibilise l'idée de départ et que finalement, aujourd'hui on a une situation où les Congolais se disent, bon, il faut rentrer en politique pour devenir millionnaire. Faux, hein? Et quand je vois par exemple... J'ai un autre partenaire dans le groupement qui me dit que tous les 3 jours, ils vendent 10 000 ou 12 000 tonnes quand tout va bien de manioc, du fait de ce qu'ils ont fait, les semailles, les labours et tout, et que ça peut rapporter entre 1500 et 1700 tous les 3 jours, quand on n'a pas le problème d'insécurité Yakateke, là, hein, des gens de Mombondo, des Kwango, des ceci, des cela, et qui créent aujourd'hui la pénurie. C'est là où on voit que, puisque nous n'avons plus les gens de l'Est, quoique les gens de l'Est, sur 25 ans de guerre, quand je vois le nombre d'entreprises qui ont été développées, notamment grâce à des fonds FPI, il y a énormément d'entreprises qui ont été créées à l'Est, dans une situation de guerre, d'insécurité, et qu'à Kinshasa, on n'a pas ça. Mais voilà, à un moment, par exemple, à Kinshasa, on avait ces entrées qui venaient de l'Est, et puis on a nos plateaux des batékés et tout ça. Et aujourd'hui, nous avons des pénuries. Non pas parce que les agriculteurs ne sont pas capables, d'ailleurs il y a un groupe d'agriculteurs qui m'a annexé, ils sont à peu près 55, qui veulent être indemnisés des pertes qu'ils ont eues, et donc le fait que tous ces agriculteurs soient bloqués aussi ne permet pas à ce que les prix soient stabilisés, parce que veut pas, c'est vrai que nous importons beaucoup, mais nous mangeons quand même beaucoup local. Nous n'importons pas du pondou, je ne pense pas, des lachikwang, les bananes plantains, notre nourriture de base, c'est ça. Autre chose aussi qui a un blocage, c'est une mentalité comme une self-hate. Okay? Je vois quand je faisais la promotion des confitures, de confitures, et qu'on mettait les tissus Kuba dessus, hein? Les choix de Nadine, elle met le tissu Kuba. L'expat va trouver waouh, c'est bien et tout, en plus c'est bio, mais le Congolais va dire c'est du bokoko. Oui. Il va dire c'est des fétiches,
c'est de la sorcellerie. Donc si tu mets ça là-dessus, si tu mets un tel design, et c'est bien avec cette culture loubaïsée que nous avons. Nous avons eu un tournant des Mukongo. Les business Mukongo sont très techniques, pratiques. Ils sont souvent des sous-traitants, ils sont vraiment dans le pragmatisme et tout ça. Donc on a quand même beaucoup de structures, des hôtelières ou médicales ou de sous-traitance informatique et tout ça, qui sont quand même des consortiums des communautés économiques au Congo. On a eu les Équatoriens qui sont plus dans la restauration, ok, les divertissements, boîtes de nuit et tout et tout. On a eu les Baswahili qui sont beaucoup plus dans tout ce qui est commercial, vente, achat, vente, achat, vente, achat. Et maintenant, avec la loubaïsation, on a quand même le retour à la culture Congo, les tapis Kuba, les ceci, les cela. Donc ça, c'est vraiment un combat vers le self-hate. Oui, on n'est pas parfait, oui, on a des défauts, oui, on en a, mais on est congolais, on a ceci, on a cela. Donc on a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas assez d'événements déjà, et c'était ça l'objectif de Kwanzaa Baobab, qui permet pendant une journée d'arrêter des entrepreneurs et de réfléchir ou de renforcer les capacités ou d'aider à la surcharge mentale. Moi, j'aime bien, quand je participe à un événement, d'amener les gens à des temps de détente. Hein? Voilà, et on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des problèmes, par exemple, médicaux à un certain moment. Pas seulement sur la surcharge mentale, mais parce qu'ils n'écoutent pas leur corps. Et tu fabriques du bio, mais est-ce que tu manges du bio? Et ça, j'ai vu ça. 300 entrepreneurs, vous avez des gens qui sont bio là-dedans, mais vous continuez à aller acheter de l'importé, alors que vous avez avec vous des partenaires économiques qui vous aident. Bon, alors, on a beaucoup de défis, mais c'est ça l'argent. Faire de l'argent, c'est trouver les défis, voir si c'est rentable, et se dire, comme c'est rentable et tout ça. Donc, par exemple, moi, un des défis en job facilitation, je me suis un peu arrêtée et je dis, mais si je parviens à faire payer $1 par CV, il y a 10 millions de chômeurs à Kinshasa, j'ai 10 millions de dollars. Et je suis en train de réfléchir à ce système-là. Bon, mais maintenant, quelqu'un va prendre l'idée. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand tu as les 100 premiers 1000 et qui disent, oui, maintenant, CV, ça s'arrête. Donc, il faut amener une performance, par exemple, dans la job facilitation. Et cette performance, c'est déjà sur habiliter les jeunes à accumuler les 3 années d'expérience de travail avant de terminer les études. Merci beaucoup, Madame Linda, pour votre temps. Merci à tous d'avoir vraiment pris le temps de nous suivre. Et si vous avez encore plus d'informations sur Yakalani et notre voyage de business et le voyage ancestral, vous allez sur notre site www.yakalani.africa.com. En venant ici au Congo, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à trouver du boulot, pour vous aider à vous faciliter dans tout ce que le milieu corporate et tout ça, Madame Linda sera là pour vous aider. Dans notre description, on mettra toutes les informations, son site internet, son Facebook, Instagram, adresse email, WhatsApp. Vous pourrez la contacter. Donc je vous remercie bientôt et à bientôt et à lundi prochain pour notre nouvel épisode. Au revoir. Au revoir.